is the 15th, the month is June, and the year is 2022. Good afternoon to you all, ladies and gentlemen, and welcome to joining us on the news bulletin on For You Media. We'll begin in the French language with Anchor Lady Sike Ndoumbe. Good afternoon, Sike. Good afternoon, Wana Teke. Eh bien, on va commencer ce journal du côté du Mali. Là-bas, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu mardi 14 juin 2022 une audience, du moins une délégation américaine. Roger Carsten, c'était donc lui qui a rencontré le colonel Assimi Goïta, envoyé spécial du président américain chargé des questions d'otages. Au cours de cette visite diplomatique, il était question d'échanger sur les efforts mutuels que les deux pays déploient pour lutter contre le terrorisme. Koumabité pour plus de détails. En visite du 12 au 14 juin, l'envoyé spécial du président américain Joe Biden a été reçu en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Roger Carstens, puisqu'il s'agit de lui, est revenu sur les questions d'otages et sollicité le soutien des autorités de la transition malienne pour la libération des otages américains dans le Sahel. Most certainly. It was an honor and pleasure to meet the transitional president. Nous étions honorés d'être reçus par le président de transition pour parler des deux cas des otages américains, des options pour leur salvation. Mais on a eu l'opportunité aussi de parler des autres otages, soit maliens ou des autres nationalités. Accompagné de l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Dennis Hankins, la délégation n'a pas manqué d'échanger avec le président malien sur les otages des autres nationalités qui jusqu'ici entre les mains des terroristes. Ce que j'ai prévu, il était très positif en termes des idées de renforcer notre coopération pour les otages. Alors je quitte cette réunion très positive. Je peux dire que ça c'est un sujet assez important pour le président Biden et nous devons remercier les efforts du gouvernement malien en ce qui concerne nos otages. Au vu de cette aide mutuelle entre ces deux pays, le président de la transition n'a pas manqué de souligner que son pays reste tout de même disponible pour tous les efforts de lutte contre le terrorisme. Sortant du Mali avec cette note d'information, l'armée française a quitté donc le 13 juin la base militaire de Ménaka dans le nord-est du Mali. Les clés du camp ont été officiellement remises aux forces armées maliennes. Il y a quelque temps encore, 850 soldats occupaient le camp de Ménaka, rappelant qu'aux côtés des soldats de Barkhane, il y avait aussi les hommes de la force Takuba, composés entre autres des Tchèques, des Estoniens et des Suédois. Le dernier convoi, composé d'une centaine de soldats français, a donc quitté Ménaka, direction la base de Gao, qui à son tour sera restituée d'ici quelques mois, ce qui marquera la dernière étape de la réarticulation de la force Barkhane hors du Mali. Direction l'Afrique du Sud. À présent, une enquête a été demandée par les habitants de Johannesburg sur la qualité de l'air respiré. Depuis quelques semaines, de fortes odeurs de soufre ne cessent de se répandre dans la capitale sud-américaine. N'étant pas leur première pollution, la population invite le gouvernement à prendre des mesures strictes pour résoudre ce problème. Mbala nous en dit plus. L'Afrique du Sud fait de nouveau, en particulier à cause d'une forte odeur de soufre dans la ville de Johannesburg. Aussitôt ressenti, la ville a demandé une enquête sur la qualité de l'air respiré. Nous recevons de nombreuses plaintes, même de la part de nos résidents, concernant les mauvaises odeurs qui ressemblent à une odeur de soufre ou d'œufs pourris. Et cela montre que la pollution est assez élevée dans la région. Même si pour certains experts ce n'est pas dangereux et ce n'est pas toxique, les produits chimiques généralement présents dans la pollution de l'air auront naturellement un effet sur la santé. L'année dernière encore, l'odeur avait été attribuée à une grande présence de dioxyde de soufre et de sulfure d'hydrogène qui provenait d'une usine. De nombreuses études récentes ont justement montré que la pollution atmosphérique a réduit l'espérance de vie dans la capitale de 3,2 ans et touche particulièrement les enfants. Nous constatons actuellement une augmentation de l'asthme chez les enfants et à une recrudescence chez les adolescents et les adultes, ainsi qu'une aggravation des symptômes dans cette population. Rappelons que l'Afrique du Sud n'est pas sa première pollution, car à l'est du pays, dans la région de Mpumalanga, l'air est le plus pollué par les centrales électriques au monde
accuse l'ONG Greenpeace. Rien qu'en 2016, l'accusation estime que la pollution atmosphérique a causé entre 305 et 650 décès précoces dans les régions. Ce n'est pas tout, car en 2019, plusieurs associations environnementales avaient porté plainte contre le gouvernement pour avoir violé le droit constitutionnel des habitants de respirer un air sain en référence de l'air mortel. Précisons que certaines études des pays occidentaux ont atteint un plafond en termes de pollution, tandis que l'Afrique du Sud continue de voir son taux de pollution de l'air augmenter. À Madagascar, l'ex-président du Sénat a été convoqué par le Bureau indépendant de lutte anti-corruption pour suspicion de corruption, de détournement de fonds publics et d'abus de fonction, des faits qui remontent à 2019 lorsqu'il était à la tête de la Chambre haute. Les détails dans ce récit de Moto. Comme il avait annoncé, Raivo Rakotavao, l'ex-président du Sénat à Madagascar, n'a pas fait la sourde oreille à la convocation émise par le Bureau indépendant anticorruption Bianco. Le coordonnateur national du parti, Eri Vao Madagascara, s'est rendu lundi 13 juin à Amboibao pour répondre aux interrogatoires des enquêteurs de cet organisme. Il est soupçonné d'être mouillé dans un dossier de suspicion de corruption, de détournement de fonds publics et d'abus de fonction. Des faits que l'ancien président du Sénat a d'emblée nié devant la presse lundi 13 juin. Il s'agit en effet de la gestion d'un reliquat du budget du Sénat en 2019. L'enveloppe attribuée à cette institution a présenté des restes en fin d'exercice et les dirigeants du Sénat ont décidé à cette époque de les créditer dans les fiches de paye de tous les employés de l'institution à titre de prime, selon les explications apportées par l'ex-président lundi à la sortie de son audition. Cet aménagement a fait l'objet d'une plainte auprès du Bianco. Pourtant, face aux enquêteurs de cet organisme, l'ancien patron du Sénat a assumé l'opération. L'audition a duré près de 4 heures d'affilée dans les locaux du Bianco à Amboibao, à l'issue de laquelle Raivo Rakotavao a pu rejoindre son domicile. L'affaire a vite pris une tournure politique. Le leader du parti HVM a bénéficié du soutien des autres partis de l'opposition, notamment le TIM, le RMDM, qui ont fait le déplacement lundi. L'opposition dénonce un acharnement et l'ancien président du Sénat, quant à lui, craint une instrumentalisation de la justice à des fins de répression politique. L'enquête se poursuit. D'autres ex-sénateurs. Parlons à présent du processus de réconciliation qui se poursuit du côté du Tchad. Là-bas, le président du Conseil militaire de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, est déterminé à faire de la réconciliation nationale un acquis pour tous les Tchadiens, et c'est dans cette optique qu'il a reçu tour à tour en fin de semaine dernière 2 ex-opposants. Il s'agit de Dadi Hassan Guerro, qui est l'ex-membre de l'Union des forces de la résistance, et de Mahamat Moussa Souleymane, ex-trésorier du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Koumabité nous en dit plus. Les 2 compatriotes ont décidé de saisir la main tendue du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a toujours cru à la réconciliation entre les filles et fils du Tchad pour jeter les bases de son développement. Le processus de réconciliation nationale enclenché dans le cadre de la transition a constitué l'essentiel des échanges avec le chef de l'État. Sans condition, M. Dadi Hassan Guerro, ex-membre de l'UFR, a regagné le pays suite à l'appel du chef de l'État qui, dès le début de la transition, a mis les chronos en marche pour réunir tous les Tchadiens autour de cet héritage commun, le Tchad. Pour M. Dadi Hassan Guerro, il y a un temps pour chaque chose et que l'heure est maintenant à la synergie d'action entre tous les Tchadiens pour relever le pays. Dans le même sillage, M. Mahamat Moussa Souleymane, ex-trésorier des FAT, est rentré au pays. Mahamat Moussa Souleymane a remercié et félicité le chef de l'État pour sa largesse de vue et son inébranlable foi à l'avenir du Tchad qui passe par l'inclusion de tous ses fils et filles du Tchad autour de la question sur le devenir du pays. Bien avant ces derniers, en février dernier, c'est l'ancien syndicaliste Djibrine Assali Amdallah, par ailleurs leader du mouvement national pour le salut du peuple, qui répondait aussi à l'appel du PCMT avec qui les échanges ont porté sur le processus de transition
et l'apport de cette figure dans le dialogue national inclusif en cours de préparation. Il en a profité pour marquer son adhésion au processus mené par le Conseil militaire de transition. Faut-il le rappeler, le PCMT a décrété lundi le 29 novembre 2021 une amnistie générale pour les rebelles et opposants condamnés notamment pour délits d'opinion, terroristes ou atteinte à l'intégrité de l'État. Cette mesure concerne 296 personnes condamnées, détenues ou non, et répond à l'une des exigences des principaux groupes rebelles pour venir à la table des négociations à l'invitation du président Mahamat Idriss Déby Itno. Le jeune général, qui a pris la tête du Conseil militaire de transition au lendemain de la mort de son père, Idriss Déby, le chef de l'État, tué en avril 2021 dans un combat contre les rebelles. Et sortant donc de cette première partie de ce journal bilingue par cette information, l'Algérie a décidé de renforcer sa coopération militaire avec la Russie. Les deux pays vont effectuer en novembre prochain des manœuvres militaires conjointes sur la base militaire de Hamagir, située dans la province algérienne de Béchar, près de la frontière avec le Maroc. À cet effet, 80 soldats russes et des unités de l'armée algérienne devraient participer à ces manœuvres qui consisteront en des mouvements tactiques visant à la recherche et bien sûr à détecter et détruire les groupes armés illégaux. Notons que l'Algérie s'était abstenue lors du vote à l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et bien voilà pour la première partie de ce journal. Wanateke pour la suite. Thank you very much, Sinke Ndombe. We begin this day in the English language, beginning from France, to talk about the just ended first preliminary round of the parliamentary elections, which of course holds that 577 National Assembly seats were on display. And of course, the League-wing coalition came out neck to neck with Emmanuel Macron's presidential group. As you tell us more, Nota Bianque. French President Emmanuel Macron was in danger of falling short of a parliamentary majority after a first round of voting in parliamentary elections that saw his centric camp tied with a left-wing coalition led by Jean-Luc Mélenchon. After a lackluster campaign and with a record abstention rate of 52.3%, Emmanuel Macron and Jean-Luc Mélenchon's coalitions are neck to neck according to partial results from the first round of the legislative elections. The president had voluntarily slowed his reforms with the exception of a bill on purchasing power promised for the beginning of summer to avoid debates about his more divisive policies. This was not enough to stem the left momentum embodied by the Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, New Popular Environmental and Social Union, NUPES. The NUPES is slightly ahead of Mr. Macron's ensemble in terms of the proportion of nationwide vote. NUPES collected 25.6% of the vote, while Ensemble scored 25.2% according to estimates. Next up is Le Pen's National Rally with 18.68%. Far-right candidates largely failed to capitalize on Le Pen's success in the presidential elections, in which she claimed more than 40% of the second round. Nevertheless, these votes do promise a significant boost for Le Pen's party in parliament. The National Rally currently has just 8 seats in the National Assembly, short of the 15 needed to form a parliamentary group, a prerequisite to having any real weight in the chamber. This is likely to change next Sunday, 19 June, with the National Rally projected to win anywhere from 20 to 45 seats. Now, on to health. Yesterday, Africa joined the rest of the globe to observe the World Day of Blood Donor. Under the theme, Donating Blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives. Our reporter, Leyuga Fonyunga, in the following report says that it is time due for Africans to join hands together and donate more blood to save more lives. Her report. The entire globe commemorates the World Blood Donor Day. This year's slogan is, Donating Blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives. This day, however, is aimed at raising awareness of the need for safe blood and blood products for transfusion. The day also honors the crucial contribution that voluntary, unpaid blood donors do save lives. World Blood Donor Day provides an opportunity to encourage government and health authorities
to provide adequate resources to increase the collection of blood from voluntary, unpaid blood donors. Every day, millions of lives are saved by transfusion performed with safe blood and blood products. The World Health Organization has designated donating blood as an act of solidarity. The necessity for blood is universal, and the low and middle-income countries often experience blood shortages leading to deaths. This initiative by the World Health Organization is to support national blood transfusion services and blood donor organizations in strengthening and expanding their voluntary blood donor programs. Every day, several lives are saved by transfusion performed. While the need of blood is universal, access to it is not. Blood shortages are particularly acute in low and middle income countries, according to the World Health Organization. A particular activity that countries in the world are encouraged to implement for this year's campaign is to disseminate to various media outlets stories of people whose lives have been saved through blood donations, to continue giving blood and to motivate people in good health who have never given blood to begin doing so. And let's get down to the Democratic Republic of Congo, where we are told that M23 rebels have taken over a key border town of Bunagana as the Republic of Congo's military and government lament on Rwanda's invasion. The details with you, Nota Bianche. Earlier this week, the Congolese army accused Rwanda of invading the Democratic Republic of Congo, claiming that it was the Rwandan army that occupied Bunagana. In a statement read to the press in Goma, General Sylvain Ekenge, spokesman of the military governor in North Kivu, said the Rwanda army had intervened directly in the fighting after having noted enormous setbacks suffered by its protégés on the ground, saying that the Kigali army had this time and in the open decided to violate the intangibility of our borders and the integrity of the territory by occupying the border town Bunagana, which constitutes neither more or less than an invasion with the Democratic Republic of Congo. Meanwhile, the M23 rebels had seized the town of Bunagana in the East Democratic Republic of Congo. Bunagana is an important cross-border trading center between the Democratic Republic of Congo and Uganda, and very close to Rwanda, and as of now is under the enemy's control. According to a humanitarian source, soldiers found themselves cornered in Bunagana with no other way out than to All right, let's now talk sports to wrap up this edition of the news, whereby the Indomitable Lionesses of Cameroon shall this Wednesday afternoon at the Reunification Stadium in Douala clash with the Teranga Lions of Senegal as part of their warm-up games in prelude of the 2022 Africa Women's Cup of Nations to be staged in Morocco. Both teams are expected to play a double confrontation today, June 15, and later on June 18, still at the Bepanda Arena. After the double confrontation, the Indomitable Lionesses of Cameroon shall leave Cameroon for France, where they shall continue preparations and play other friendly games against the Blues of France before leaving for Morocco for the competition proper. And it is with that sport notes that we call it a day on today's midday bilingual news on For You Television. It has been wonderful being here this day. Sick and Merci une fois de plus également à vous, Wana Teke. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur votre télévision.